Bienvenue sur le numéro 4 de Sharp, l'émission où toutes les semaines on partage les actualités qui nous ont impressionnés, amusés ou interpellés. Comment vas-tu, Sandrine? Ça va bien, merci. Bonjour à Bien. tous. Moi, aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu d'argent et de création, même si on n'aime pas toujours mettre ces deux mots ensemble. C'est quand même le nerf de la guerre. Voilà, moi je vais parler de l'explosion du nombre de modèles de fondation en IA générative. Commençons tout de suite par l'argent, c'est ce qui est le plus important. One for the money. Alors, je voulais rebondir sur l'étude qui est sortie cette semaine, commanditée par le CISAC, qui est donc l'Union internationale des sociétés qui collectent des droits d'auteur, dont le président, pour la petite histoire, est Björn Ulvaeus, qui est donc l'ancien guitariste du groupe ABBA. Donc voilà, il est là aussi pour parler monnaie. Et l'étude se concentre sur 3 grandes questions qui sont quelle va être la taille du marché de l'IA sur les marchés de l'audiovisuel et de la musique, donc qui sont ceux qui couvrent en termes de droits d'auteur. Quelle perte ou gain possible pour les créateurs, tous ceux qui travaillent dans ce secteur, et puis quels revenus peuvent être captés par les plateformes, autrement dit, qui gagnent et qui perdent. L'étude a été faite un peu à la manière de celle de McKinsey il y a quelques années, qui détaille en fait l'ensemble des cas d'usage et puis calcule le nombre de revenus ou d'heures ou de temps passé qui pourraient être substitués par l'IA, et à partir de là met une valeur sur ces transferts de valeur. Donc, il se concentre sur des grands cas d'usage qui sont dans le domaine de la musique, créer de la musique entièrement avec l'IA, comme avec Suno ou avec Udio, comment finalement l'IA vient se substituer aux créateurs, aux créatifs sur les bibliothèques sonores, la musique pour l'audiovisuel, l'habillage, et puis tout ce qui est autour de la distribution de la musique. Sur les cas d'usage de l'audiovisuel, il comptabilise là aussi la vidéo entièrement créée par l'IA, mais aussi tous les gains de productivité faits dans la phase de production d'un programme, et puis le doublage, le sous-titrage, et puis aussi la conception de scénarios par l'IA. Donc, si on met tout ça ensemble, on couvre toute la chaîne de production musicale et audiovisuelle. Donc, l'étude a fait l'ensemble des valorisations sur la base des chiffres de prédiction d'augmentation de ce marché d'ici 2028 et de tous ces petits morceaux qui peuvent être substitués par l'IA. La conclusion, c'est que d'ici 2028, tout ce qui a été produit par IA devrait atteindre 16 milliards par an, alors qu'aujourd'hui c'est 1 milliard. Donc, en tout cas sur la musique, pardon. Et dans ce jeu où finalement il y a une très grande augmentation, 16 milliards sur un marché de 27 milliards, donc c'est notable. La perte de revenus pour les auteurs devrait être de 4 milliards, c'est-à-dire une baisse de 24% pour eux. Alors que 4 milliards vont être gagnés par les opérateurs de tech. En fait, la perte en musique est principalement sur les plateformes digitales, c'est-à-dire le fait que sur Spotify, Deezer, etc., il y ait des titres générés par l'IA. C'est ça le plus gros poste de perte selon cette étude. Sur l'audiovisuel, on estime l'apport de l'IA à 48 milliards, et là-dessus, les créateurs perdraient 4 milliards et demi, donc 21% de leurs ressources, qui serait par contre un gain pour les plateformes d'IA. Là aussi, c'est surtout sur la partie distribution et génération que la proportion va être la plus forte. J'essaye de pas trop vous assommer sous les chiffres, donc j'en reste là. Sur cette étude, c'est une étude qui est centrée sur les droits d'auteur. Aujourd'hui, les créateurs n'ont pas que des recettes de droits d'auteur, donc c'est vraiment une enquête je dirais quand même de lobbying de la part des droits d'auteur, qui se veut pas les tisserands de Lyon, c'est-à-dire je suis contre l'IA, mais qui dit voilà, l'IA c'est une opportunité de marché, voilà, on la chiffre sérieusement, mais là-dessus comment se répartit la valeur. Donc ça c'est vraiment le propos, mais grosso modo l'arrivée de l'IA c'est presque 10 milliards perdus en droits d'auteur. Droits d'auteur.
Voilà. Alors, par rapport à ça, c'est vraiment destiné à entamer une conversation, puisque pour l'instant, un peu comme ce qui s'était passé pour le streaming, aujourd'hui, on est plutôt dans une voie contentieuse. Hein. Aujourd'hui, on a par exemple un procès qui a été intenté à partir du mois de juin par l'industrie du disque américain en direction de Suno et de Udio. Alors pourquoi? Parce qu'ils ont fait des prompts assez simples, par exemple rentrer les paroles de la chanson Dancing Queen de ABBA et se retrouver avec un Prancing Queen qui ressemble comme de gouttes d'eau, ou avec des prompts extrêmement simples, se retrouver avec du Ed Sheeran, ou en tapant à la manière de Eminem, avoir une chanson qui ressemble furieusement à Eminem. Donc c'est un peu comme le rugby. Les règles du rugby, c'est quand c'est trop facile, c'est pas autorisé. Donc, je trouve qu'il y a effectivement là dans cette phase de jeunesse quelque chose qui mérite d'être optimisé, mais aussi qui mérite d'être contractualisé. Donc, la phase après le contentieux, en général, c'est la contractualisation. Et donc, cette étude aide en fait à entamer la discussion en mettant des chiffres tout simplement sur le problème. Moi, je peux réagir. Je trouve que déjà, il y a quelque chose qui m'étonne, c'est qu'ils aient complètement effacé le modèle américain qui est pas sur les droits, mais qui sur les copyrights. Donc, si tu veux entamer une discussion avec les Américains, ils vont nous rire au nez, ils vont dire, bah, vous avez qu'à passer au copyright, les gars. Comme ça, vous allez toucher de l'argent, plutôt que de nous casser les pieds avec vos droits d'auteur. Alors, j'ai dit, c'est centré sur les droits d'auteur, mais il y a quand même les recettes annexes qui sont détaillées, mais il n'y a pas toute l'économie de la production façon YouTuber, où finalement on est rémunéré par la plateforme sur des bases qui sont complètement différentes, ou par des collaborations publicitaires, etc. Tout ça n'est pas valorisé Qui ils dans ont leur interrogé? calcul. Parce que en Suède ou en Europe, il y a des endroits où il y a des pays avec, comme nous, avec du copyright, avec des droits d'auteur. Ils ont interrogé des acteurs qui sont sur le système des droits d'auteur, ou ils ont interrogé des anglo-saxons, ou ils ont Ils ont mélangé les deux. interrogé également des plateformes. Hein. Ils ont interrogé QTI, ils ont interrogé YouTube, ils ont interrogé Deezer. Donc, non, c'est assez composite. Hein. Je pense que c'est quand même, c'est une bonne photo du système de la création tel qu'il est aujourd'hui, mais pas forcément tel qu'il sera demain. C'est-à-dire, si on regarde l'économie des YouTubers ou des streamers sur Twitch, leur structure de recettes est tout à fait différente. Ils ont un système de droit d'auteur eux-mêmes, hein, c'est-à-dire que s'ils utilisent des choses qui sont soumises aux droits d'auteur, il y a eu un accord entre YouTube et les sociétés d'auteurs pour rémunérer les gens qui sont tout simplement inscrits à une société de droit d'auteur. Mais il y a plein de YouTubeurs qui ne sont pas inscrits à des sociétés de droit d'auteur et dont la structure de recettes est complètement différente. Ils monétisent à travers des programmes de partenariat, à travers les audiences qu'ils génèrent, et donc ils n'ont pas de gestion collective de leurs droits. Certains probablement l'ont. Il faut considérer qu'ils ont une œuvre et qu'elle est éligible en tant qu'œuvre, ce qui commence à arriver avec des gens comme Inoxtag ou comme Cyprien qui avait fait 2 courts-métrages. Donc là, on commence à être dans une économie classique, je dirais, mais c'est pas forcément structuré entre ces deux mondes finalement. Donc là, cette étude, elle se concentre vraiment sur le marché des droits tel qu'il est et pas forcément tel qu'il va devenir. Donc je disais, il y a la partie contentieuse, il y a la partie contractualisation, et puis il y a peut-être des formes inédites à trouver de rémunération. Est-ce que c'est pas, moi je trouve que c'est assez défensif comme approche de dire on va perdre des choses. Si on est objectif, comme tu le disais, on va aussi gagner des choses. On ne sait pas effectivement exactement ce qu'on va gagner, mais je suis assez surpris de voir que même des créateurs européens, finalement, ils partent battus par l'IA, quoi. Ils se disent, on va rentrer dans une négociation où, en gros, on va perdre un quart ou je sais plus combien de nos revenus. C'est pas un peu, comment dire que la messe est déjà jouée? Pourquoi ne se mettent-ils pas aussi à créer en IA en signant? Pourquoi ne prennent-ils pas la main, si tu veux, en disant, on va pas se laisser faire, on va transformer notre business. Alors là, tu touches à un mindset
que je résumerai en exception culturelle, c'est-à-dire il faut toujours défendre, défendre, défendre et pas forcément entreprendre. De plus, il faudrait quand même, je pense, encourager des initiatives d'IA qui, elles, intègrent les droits d'auteur dès le départ. Je pense à Adobe Firefly, Oui, qui lui, est parti tout de suite dans quelque chose de normatif et sécurisé, tout simplement parce qu'il avait déjà beaucoup de droits, oui. et une base photo, etc. Mais voilà, il y a quand même des. Et puis, bon, Google a un discours en disant on va très vite intégrer les éditeurs. Alors après, à quel niveau Oui, de rémunération, c'est le oui. début de la discussion. Mais en tout cas, il y en a déjà qui intègrent ça dès le départ nativement. Et puis, il y a des accords de gré à gré qui se sont faits, alors beaucoup dans l'information, mais pas seulement. Mais il y a aussi des outils qui se mettent en place, comme Prorata AI, qui est une société qui, en fait, identifie et proportionnalise l'utilisation d'œuvres dans l'IA. Donc, c'est une technologie qui permet d'attribuer, en fait, tel contenu à tel ayant droit. Donc ça vient d'être lancé, ça a été lancé en 2024, mais je pense que c'est assez prometteur et ils ont signé un accord avec les publishers danois sur l'information. Donc c'est une piste, il y a des outils qui existent. Et puis il y a encore dans une étape suivante tout ce qui est blockchain pour protéger. Alors oui, c'est ce qui a l'air de se développer aussi. Beaucoup de gens travaillent sur l'IA plus la blockchain ayant permis d'identifier les droits ou d'avoir protégé les sources à l'origine. Moi, je reste quand même un peu critique vis-à-vis d'eux parce que je trouve que finalement, ils donnent raison aux pirates, quoi, en disant, ben, continuez à faire n'importe quoi. Nous, on va juste perdre notre. Je suis un peu surpris de leur parti pris, en fait. On n'a pas d'IA très forte en Europe, on n'a pas de très très grands modèles, on n'a pas de très très grandes sociétés, on a encore que des startups. C'est étonnant de démarrer dans le combat en expliquant que finalement on va perdre. Alors même qu'en Suède, il y a un modèle extraordinaire qui s'appelle Spotify, qui est une société qui a commencé comme toutes les startups au moment où la musique commençait le streaming, qui est la démonstration que quand tu pars pas battu, tu peux même inventer une boîte qui est leader mondial. Tu vois, c'est la seule en Europe, mais au moins on peut le dire. Et en fait, on est souvent, comme souvent en Europe, en se disant on va être battu, et puis deux, ensuite, il faut qu'on régule. Alors qu'on pourrait aussi dire, non seulement on risque d'être battu, mais on contre-attaque, et puis ensuite, on innove. Et donc, adaptez-vous. Tu vois. Et je pense qu'en fait, cette étude, elle est très, très significative finalement de notre mindset. Pour ceux que le sujet intéresse, il y a eu une très bonne discussion aux entretiens de Royaumont. Là, je l'ai mis sur la newsletter du KIF entre Reid Hoffman, qui est le fondateur de LinkedIn, Maurice Lévy, qui était là parce qu'il a fondé une startup qui s'appelle UArt, et puis le patron de Mistral AI, qui était dans cette approche en disant, bon, on régule trop, mais si on régulait un peu moins, on pourrait au moins rentrer dans la bagarre. Bon, Maurice Lévy était évidemment d'accord. Mais c'est pour dire que je trouve que c'est bien qu'il y ait des études, mais ce serait bien aussi qu'on innove, tu vois. Est-ce qu'on n'est pas un peu trop passif, au fond? Ou C'est surtout que passif-agressif? On est passif-agressif, en fait. Alors, ça, c'est. Alors, le communiqué accompagnant l'étude disait on n'est pas contre l'IA, mais juste on veut une juste rémunération. Donc, parce que c'est quand même aussi une expansion de marché. Bien Donc, sûr, ça c'est légitime. voilà. Mais si je reprends la conférence de Mensch, il dit aussi que si on veut que la culture européenne demeure dans ce qu'elle est, il faut aussi qu'elle puisse être dans les modèles d'entraînement du monde entier. Donc voilà, en être dans notre petit château fort ou en être dans le concert mondial, je dirais, ça dépasse même notre Exactement. secteur. Mais je suis assez d'accord avec toi. Et surtout, moi, ce que je vois émerger, c'est des créateurs qui sont pas du tout là-dedans. Si tu regardes Inoxtag, comment Inoxtag a gagné de l'argent avec Kaizen, il a sorti un film en salle, il a fait 340 000 entrées en une journée, alors que c'était moyennement légal, puisque la chronologie des médias n'était pas la bonne. Il a vendu à TF1, mais est-ce qu'il avait le statut d'œuvre? Est-ce qu'il est inscrit à la SACEM ou à la SACD? Aucune idée.
c'est pas son problème. Et il a gagné près de 2 millions d'euros, selon ce que j'ai lu, avec ce film. Donc, la structure de recettes est très différente. Alors, je pense que l'enjeu, il est un peu différent entre l'audiovisuel et la musique. Parce que la musique, elle s'est déjà pris quand même une disruption très sévère avec des moins 20% des fois en un an, dû au piratage, au streaming illégal, etc. Donc, c'est pas une baisse finalement qui est inédite, hein, c'est déjà arrivé. Mais donc, pour revenir au mindset et peut-être sous une forme de conclusion, il n'y a pas qu'en France et en Europe qu'on est comme ça. Hollywood a la même attitude défensive. Et je regardais récemment un message de Evan Shapiro pour Thanksgiving qui secoue un peu tout le monde et je voudrais qu'on le regarde parce que je pense que ça s'adresse aussi à nous. November 2024 was the moment that the creator ecosystem surpassed mainstream media as the world's most important driver of global cultural relevance. Hollywood and New York are no longer the capitals for entertainment and information. YouTube, Instagram, and TikTok are. Which amps up the urgency for those of you out there affected by the melting of big media's ice caps to reorient your businesses and your careers in the direction of where the grass is growing. An irreversible paradigm shift away from the last era of media and into the user-centric era, away from Hollywood and towards a creator-led economy that runs on a combination of creativity, ingenuity, and big fucking tech. Moi, j'aime bien le big fucking tech. Voilà. Donc, il faut se remettre en cause, il faut se remettre en question. C'est un peu comme Nike quand il parlait à des distributeurs en boutique et puis tout d'un coup, il a dit, je vais faire du direct to consumer. Donc, je vais apprendre moi directement à avoir des datas sur mes clients et donc, je vais lui vendre en ligne et puis je vais lui vendre dans mes boutiques. Ben, on en est là. C'est-à-dire que je ne sais pas si aujourd'hui la création est user oriented, quoi. Et c'est presque même un gros mot. Donc, c'est un peu ça la grande différence entre les créateurs sur les plateformes et la création telle qu'on la connaît, où on dialogue avec des chaînes, avec des intermédiaires. Ouais. Bah, c'est un super débat de toute façon, et c'est bien qu'il y ait eu des chiffres. J'espère qu'ils seront faux, c'est-à-dire que on s'est tous trompés et qu'il y aura des nouvelles recettes. Mais je trouve que c'est bien, en tout cas que l'aspect économique soit mis en avant et pas simplement l'aspect créatif qui est toujours important ou la problématique de l'éthique. Là, on est vraiment les deux pieds dans le business et au moins ça permet de, comme tu disais, de lancer le dialogue, quoi. On est en tant que créateur, on est auto-entrepreneur et on a un public. Alors après, comment vont monter les talents, selon quels critères, comment toute la détection, ça c'est vraiment une histoire à écrire et je trouve que là-dessus, on n'a aucun discours. Mais voilà, il y a des créateurs qui se portent très bien. Donc, suivons leur exemple. Alors le deuxième sujet de la semaine, c'est cette explosion que l'on voit dans l'actualité, quand on suit un peu l'actualité de la big fucking tech, je prends l'expression de Shapiro, c'est une explosion du nombre de modèles de fondations. Donc, en fait, depuis 2 ans, tout le monde s'est lancé à la course anti-OpenAI, anti-ChatGPT, pour ne pas être largué si c'est la prochaine révolution. Et donc ça donne cette explosion que certains qualifient d'explosion cambrienne. Alors là, il faut un petit peu d'histoire de la vie sur Terre pour comprendre l'analogie. Ça, j'ai demandé à ChatGPT ce que c'était que l'explosion cambrienne. Donc c'est un moment donné dans l'histoire de la vie sur Terre où finalement les conditions de la vie sont apparues et elles ont d'abord commencé sous l'eau. Dans les endroits favorables avec des espèces d'organismes unicellulaires qui sont devenus de plus en plus compliqués et qui ont à un moment donné sont sortis de l'eau. Voilà, l'explosion cambrienne, en fait, on s'en est rendu compte quand on a trouvé plein de fossiles avec ces espèces de coquillages qu'on voit là et qui sont en fait des premiers organismes complexes que la vie a créés avant d'arriver à des organismes super complexes comme nous et comme tout ce qui est vivant aujourd'hui. Et par analogie, c'est un peu ce qu'on a vécu, et ça c'est la deuxième slide que me propose ChatGPT. On a vu arriver des tas de gens, en fait, qui sont arrivés dans l'univers qui avait été fabriqué par le net, avec des datas dans tous les sens, disponibles. Ça c'est la première violence que le web a fait, parce que toutes les datas de tout le monde ont été, disons, traitées, volées, appropriées, sauf ceux qui les ont protégées. Et c'est sur cette base que finalement les modèles ont été entraînés et que sont apparus, alors ça va peut-être pas leur faire plaisir, mais différents modèles. C'est pas moi qui les ai classés, j'ai juste demandé. J'aurais plus vu des requins que des méduses, mais bon. Mais bon, c'est des formes de vie. Et c'est vrai qu'il y en a qui commencent à
Et je trouve que c'est intéressant cette histoire d'explosion cambrienne parce que quand tu pousses l'analogie plus loin, tu lui dis ben alors qu'est-ce qui va se passer après? Là il te fait une vision. Alors là c'est carrément il y a plus que des bestioles bizarres avec des C'est machines. une armée de zombies. Voilà, certaines sont des ordis, d'autres sont des mixtes, d'autres sont des organismes vivants qui ont intégré l'IA. Donc trêve de plaisanterie parce que je pense que ChatGPT sait faire plein de choses sauf prédire le futur parce qu'il fait que parler de nos fantasmes au fond. Je trouve que c'est un moment assez extraordinaire. Alors, parce qu'il y a un foisonnement. Hein. Il suffit qu'on regarde, par exemple, les annonces de cette semaine. Ce sont les énormes machines, par exemple comme Nova, lancée par Amazon. A family of foundation models that's going to reshape how businesses and developers use AI. Essentially, it's a complete ecosystem of AI models that can process and generate text, images, and videos. Voilà, donc là on est dans la vision de quelqu'un qui pense que la tech va être partout. Et comme par hasard, c'est quelqu'un qui a du cloud, qui est Amazon, qu'on Exactement. connaît tous, et qui se dit, je dois être dans tous les compartiments, et qui depuis 2 ans met des bouchées doubles en investissant. Et là, tout d'un coup, il propose une vision globale qui va du bureau jusqu'au foyer. Et puis évidemment, ce qui va attirer les foyers, c'est la possibilité de créer des contenus. Et surtout avec une capacité qui est unique puisqu'ils ont en fait toute l'infrastructure. Et puis toute la création marketing pour les utilisateurs de AWS et les marchands d'Amazon. Voilà, donc on est vraiment dans une vision intégrale et là ça vient de quelque chose qui est tout à fait l'avantage comparatif, on va dire comme on dit en économie, en stratégie d'Amazon qui est d'avoir ce cloud et d'avoir voilà la vitesse et puis des offres professionnelles. Comme par hasard, c'est au moment où OpenAI annonce son offre pro à $200 par mois l'abonnement pour avoir accès à tout. Donc là, on est dans une démarche, finalement, c'est une explosion, mais en fait, c'est une réaction de concurrence avec une très grosse machine qui est Amazon, qui est finalement le deuxième homme le plus riche du monde, en attendant que aussi, comme on dirait Elon Musk... Et surtout, sur la partie créative, donc on voit ces modèles de création qui apparaissent. C'est pareil pour Tencent. Tencent, c'est donc un nouveau système qui lance, en plus en open source. Donc un système pour la première fois qui permet de créer des vidéos. Avant, finalement, OpenAI. Et donc, à la différence de OpenAI et de Sora où tout est fermé, chez eux, à condition que tu utilises les ressources cloud de Tencent Cloud, tu as accès à ce système qui est le plus fort qui ait jamais été fait en open source. Et donc, quand on regarde la qualité, on voit, on avait vu les images de Sora la semaine dernière, on voit que la qualité est vraiment très très impressionnante. C'est déjà disponible, donc si vous voulez aller vous amuser, vous pouvez le faire. Et on commence à voir apparaître des gens qui ont été s'amuser avec l'outil. C'est un outil chinois, ça aussi c'est intéressant. Tencent, c'est aussi le propriétaire de Douyin, qui est devenu TikTok chez nous. Donc c'est pas du tout un nain, c'est une société qui a des participations considérables dans les fabricants de jeux en Europe et dans le monde. Et donc, c'est un acteur nouveau qui lui aussi revient. Et on se rend compte, comme on se l'est dit, que les modèles sont pas les mêmes. Les cosmonautes ressemblent plus à des cosmonautes chinois qu'aux cosmonautes de la NASA. Bien sûr, il y a un gros panda. Et donc, on commence à rentrer dans ce qu'on a dit, c'est-à-dire des univers un peu plus différenciés qui ont été entraînés, en fait, différemment. Ça ressemble pas aux personnages américains. C'est un personnage hybride, on va dire, qui tient du robot. Mondialisé, de flic robot d'un autre genre. Et là, on se rend compte qu'on est rentré effectivement dans une concurrence frontale, c'est-à-dire qu'il y a un foisonnement incroyable de ces modèles. Il y a en apparence des différenciations, donc il y a des gens qui passent leur temps à te dire oui, ça c'est super, ça c'est moins bien, donc il y a des différences, mais en fait c'est cette explosion cambrienne qui est une espèce de folie un peu créative pour beaucoup de gens. Finalement elle repose sur les mêmes problématiques technologiques et puis sur une démarche on va dire de positionnement pour avoir des parts de marché.
et elle est finalement pas très accessible aux petites boîtes. Hein. C'est d'énormes sociétés qui construisent les modèles de fondation sur lesquels finalement les gens vont développer, parce qu'il est pré-entraîné ce modèle, ils sont pré-entraînés, et sur nos domaines de la création, je pense que ça va donc créer des concurrences. Et puis, il y a peut-être des artistes ou des créateurs qui vont s'adapter à l'un ou à l'autre, ou qui vont utiliser au mieux comment dire, les opportunités, avec à chaque fois un modèle économique. En gros, le modèle économique, c'est soit je paye directement un abonnement, mais je viens dans un système fermé qui est très sécurisé, ce qu'on a connu avec les systèmes de licence finalement, comme Windows et autres. Et puis, un modèle à moitié ouvert, mais tu es obligé quand même de prendre l'abonnement cloud chez moi, qui est celui de Tencent. Mais en revanche, finalement, on ne sait pas trop où vont toutes les créations que je fais. Elles sont peut-être appropriées ou partagées. Et ça revient un peu au débat dont on parlait tout à l'heure. Et c'est presque le pendant, c'est-à-dire qu'il y a un coût de fabriquer des contenus en IA avec des auteurs, parce qu'il va falloir payer la technologie, payer le cloud, payer l'accès et le débit, et puis ensuite peut-être être copropriétaire ou propriétaire de ce qui a été créé sur ces bases, sur ces plateformes. Et puis tu peux aussi effectivement imaginer que tu vas faire une proposition de valeur très personnalisée, où finalement le contenu dépendra de chaque plateforme. Quand je serai sur Spotify, comme tu disais tout à l'heure, j'aurai de la musique. Quand je pourrais avoir de la musique avec des clips si je paye plus cher, je pourrais avoir les clips à partir de mon contenu, de mes photos, mélangés avec... voilà, on peut imaginer beaucoup de versions tout à fait différentes. Et c'est vrai que le coût finalement technologique, tout le monde est en train de se dire à qui je vais le faire payer. Hein, Alors déjà, quel est le coût technologique? Parce qu'il ne faut pas voilà. oublier que l'IA remet un peu sur le métier le modèle du SaaS, Ouais. puisqu'on ne paye pas par mois, mais on paye par token. Exactement. Donc, ce qui rentre en ligne de compte, c'est l'efficacité en termes de token de l'IA. Hein. Donc, aujourd'hui, les gens qui ont pris en main l'IA ne savent pas exactement combien ça va leur coûter. Alors, on leur a déjà fait le coût avec le cloud. Hein. Donc, les directions financières, quand on vient demander de l'argent pour de l'IA, ils se rappellent du coût du cloud où on leur avait dit ça va être une économie. Et puis, en fait, comme les usages se sont multipliés, en fait, et qu'il faut des gens plus qualifiés pour le maintenir, ou en tout cas pour s'en servir au mieux, finalement, ça coûte plus cher aux boîtes. Donc là, on vient les voir, on leur dit, tiens, voilà, il faudrait de l'IA. Donc là, on leur a déjà fait le coup. Je dirais que le parallèle avec l'explosion cambrienne est assez bon, c'est-à-dire que ce qui vient de sortir, c'est des IA générales auxquelles on peut poser des questions. Mais on sait que vient la phase des agents, c'est-à-dire au lieu de directement poser une question, on va aller demander à des agents de réfléchir pour avoir une pensée plus complexe. Donc, est-ce que finalement, dans cette phase-là, les IA générales sont les plus adaptées? Donc, c'est un peu comme, est-ce que finalement, il va y avoir une espèce sur Terre ou une espèce Non, il y a des espèces spécialisées. Donc, Exactement. aujourd'hui, on a aussi des IA spécialisées qui viennent s'intégrer dans les outils métiers des gens. Si on reprend Adobe, ça fait des années que je bosse avec Adobe et qu'on vient me mettre l'IA dans mon process de travail, ça m'arrange. Donc, l'IA générale, par rapport à ça, il faut quand même qu'elle s'adapte. On voit bien Salesforce sur le marketing, ils ont mis un max d'IA aussi, et tous les logiciels de finance, de commerce, etc., on met de l'IA dans leurs propres applis, même Canva. Voilà, donc l'IA générale, il faut qu'elle vienne prouver que cette approche universelle, finalement, est-ce qu'ils vont être prestataires pour des softwares de métier, finalement venir amener des briques à des gens qui ont déjà la relation avec le client, ou est-ce qu'ils vont aller directement vendre la puissance et l'universalité de leur outil à des clients qui ont des besoins éventuellement spécialisés ou en tout cas composites. C'est-à-dire, est-ce que finalement, je suis Carrefour, je vais prendre l'IA pour le commerce et puis l'IA pour la publicité et puis l'IA pour la logistique, ou est-ce que finalement, je vais prendre un accord global? Bon, ils ont un accord global avec Google, donc peut-être que l'IA va venir là-dedans. Mais en tout cas, c'est pas écrit du tout. Non, c'est pas écrit du tout. Hein. C'est pas écrit du tout. Et ce qui est intéressant aussi, c'est quand on regarde ce qui s'est passé dans l'industrie. J'écoutais récemment un podcast des Échos sur l'IA chez Valeo.
C'est un industriel qui est un équipementier automobile, et ils ont commencé à travailler sur l'IA, le machine learning, parce qu'ils avaient besoin de créer des systèmes pour gérer les marches arrière. Donc il fallait avoir des capteurs partout pour gérer les marches arrière et visualiser. Après, ils ont fait du deep learning, parce qu'ils avaient de plus en plus de données, et puis que c'était adapté aux différentes demandes que leur demandaient les fabricants, enfin oui, les fabricants de voitures, puisqu'ils sont fournisseurs de... Et aujourd'hui, ils en sont aussi à intégrer une partie d'IA générative, comme tu le décrivais. Et donc, ils ont un seul boss qui est responsable de toute l'IA. Et effectivement, derrière, il y a une question d'investissement. Et je pense que c'est ce qu'on est en train de voir, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle, c'est je sais pas comment ça se dit en français, mais general purpose technology. Ça peut aller partout. Ça peut aller dans la cuisine, comme ça peut aller dans le salon, comme ça peut aller dans la fabrication de beaucoup de choses. Après, il faut déterminer ce que tu veux et puis déterminer les données que tu veux garder, parce que il y a un sacré problème de sécurité. Si mes données s'en vont, ça va pas marcher. Donc ça, effectivement, c'est les problèmes du cloud. Et puis ensuite, déterminer comment tes salariés ou ton personnel va s'adapter. Puisqu'au début, c'est super, ça va sucrer du personnel. On va faire des économies. C'était quand même le discours du début. Puis en fait, on se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a la fin des modèles généralistes que tu as parfaitement décrit. Et puis l'arrivée des agents. Mais en fait, on se rend compte que bien traiter les agents, on commence à s'en rendre compte. En tout cas, le New York Times a fait un papier là-dessus, ou le Wall Street Journal. En fait, il faut quand même des gens assez formés pour faire des choses bien et pas n'importe quoi, parce que comme en plus les machines font encore des hallucinations, il faut des gens formés. Donc ça va créer d'autres emplois. Ce que les économistes ont dit depuis le début, ça va supprimer des emplois, mais ça va aussi en créer des nouveaux. On ne sait pas lesquels, parce que on n'a pas encore l'expérience. Donc on est dans cette phase, et à chaque fois il y a une donnée majeure qui est quand même l'investissement, parce que ça coûte de l'argent. Dans tous les cas, c'est très coûteux. Donc toute cette effervescence, elle est pour une lutte pour avoir des parts de marché, finalement, des grandes entreprises. Et la question, c'est effectivement, est-ce qu'il peut y avoir des petites entreprises qui vont émerger, plus rapides, plus dynamiques, pour reprendre la métaphore de la vie, des petites bestioles qui courent plus vite que les autres et qui, à la fin, survivent quand il y a des grandes catastrophes. On sait pourquoi les mammifères ont survécu là où les dinosaures qui étaient qui n'étaient pas des mammifères ont disparu, parce qu'ils étaient trop gros, ils étaient incapables de bouger, et puis quand il y a eu des catastrophes, ils ont disparu. Et puis nous sommes les descendants des souris, finalement, qui sont des mammifères qui ont survécu, qui étaient beaucoup plus petites. Et je pense qu'il va y avoir aussi, en tout cas, tous ceux qui sont dans les startups ou tous ceux qui investissent dans les startups pensent qu'il va y avoir des bouleversements, qu'il y a aujourd'hui trop en fait de gros modèles. Alors c'est vachement bien pour Nvidia, parce que Nvidia, lui, comme il fournit des puces, tout le monde lui achète un maximum de puces survitaminées. Mais il va peut-être y avoir des usages qui vont s'imposer. Et puis, effectivement, pour reprendre, c'est pour ça que je trouve que la métaphore de la vie, de la biologie, du développement de la vie est intéressante. Il va y avoir des surprises et puis des écosystèmes et des organismes qui vont croître grâce à leur écosystème. Peut-être que c'est le système de la banque ou le système de l'industrie qui est finalement plus efficace. Donc on est vraiment dans un moment où il faut garder la tête froide un peu, faire des analogies. Les IA génératives générales ont permis de lever des fonds qui permettent de faire sortir de terre la techno, mais qu'ensuite, une fois qu'elles auront fait ces fondations-là, les utilisateurs aiment qu'on soit proche de leur métier. Donc, soit ces IA générales finissent par se spécialiser, avoir vraiment des business units et répondre à l'ensemble des choses, soit ceux qui sont en place vont prendre la main. Peut-être en utilisant leurs produits, mais peut-être pas. Mais en tout cas, le besoin d'investissement, le ticket d'entrée, pour l'instant, est suffisamment élevé pour donner une chance à ces IA génératives générales. Et là, dans le secteur de la création, ce qui a été très important, c'est l'annonce la semaine dernière d'un studio qui s'appelle Promise, comme son nom l'indique, la promesse pour la création. Et là, c'est construit c'est financé par Marc Andreessen, qui était de la PayPal Mafia, qui est le premier investisseur à risque, capital risque au monde, un des premiers, précisément parce qu'il pense qu'en mettant des créateurs aux manettes
Et en investissant sur eux, on va pouvoir déterminer ce qui est efficace pour les créateurs. C'est la question qu'on avait tout à l'heure sur la musique. Définir ce qui est valable pour la création cinéma en faisant des use cases et capturer dans un studio pour avoir la technologie ou peut-être demain dans une plateforme la création. Et l'objectif derrière, c'est effectivement d'être plus efficace, moins cher que les génératives générales pour être au service des créateurs. Au fond, on ne crée pas un instrument pour que ce soit le propriétaire, le luthier qui a fait l'instrument, qui dicte à Beethoven d'écrire ses œuvres. C'est pas ça. C'est on crée des instruments, puis après il y a des créateurs qui arrivent dessus. Et donc ils essayent tous là de capturer. Et comme Mark Andreessen, c'est celui qui avait dit Software is eating the world, les logiciels mangent le monde. On est un peu dans une phase comme celle-là, c'est-à-dire qu'il y a des logiciels qui vont devenir des plateformes ou des références, et puis qui vont essayer de devenir la référence absolue du domaine, quoi. Après, tu as parlé d'open source, et je pense que c'est important, c'est vraiment un contre-pouvoir et une sorte d'idéal originel, primordial du digital, et il va jouer son rôle, et il faut l'encourager d'ailleurs. Alors j'ai assisté il n'y a pas très longtemps à une keynote d'un représentant de Hugging Face, Oui. donc qui a pas mal développé de l'IA adaptée au texte. Donc bon, en tant que publisher, c'est intéressant. Et il disait qu'en général, l'open source a 6 à 8 mois de retard sur les modèles propriétaires, et que cet écart est vraiment en train de se réduire. Alors d'abord parce que les use cases de l'IA, les gens de métier les connaissent mieux que la pure technique, je dirais. Et puis aussi parce qu'il y a un côté militant aussi dans le fait d'avoir une IA libre pour s'informer, ou une IA libre pour créer. Donc, je pense que l'écart finalement, enfin l'écart d'avancement, il est lié aussi au nombre de personnes qui vont travailler dessus. Donc, c'est une forme d'activisme aussi, d'aller contribuer sur de l'IA ouverte, tout comme Wikipédia a été une belle utopie, mais qui est toujours au cœur de la promesse d'Internet, d'avoir vraiment une open source IA qui soit riche, et notamment en Europe où on est très très open source. Donc c'est vraiment c'est ce que j'ai essayé de dire dans le petit édito que j'ai fait sur le kiff, avec beaucoup de lucidité, parce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent l'open source pour mieux nous avoir. Et puis aujourd'hui, les grandes plateformes d'open source ont quand même été aussi parfois cannibalisées par les grands. Donc il faut les deux. Et il y a eu dans cet état d'esprit une passe d'armes assez sympa entre Reid Hoffman et Arthur Manch dans les entretiens de Royaumont. J'ai mis le lien dans la newsletter, mais il parlait de coded source ou d'open source. Et il y a eu un petit aparté comme ça qui était très drôle. Voilà, un petit glissement sémantique. Il ne faut pas confondre. Le code, c'est moi, la source peut-être, mais voilà. Et donc ça, c'était vraiment, je pense, très très significatif. Et puis il y a aussi une démarche très intéressante. Il y a une très grande prof d'IA qui s'appelle Fei Fei Li, qui a commencé à sortir cette semaine les résultats de World Labs. Elle a levé 250 millions de dollars parce qu'elle disait qu'elle n'avait pas accès en tant qu'universitaire finalement à la puissance des machines, à la puissance de compute qui était nécessaire. Et elle a commencé à sortir ce qu'elle appelle, enfin, c'est l'intelligence spatiale. C'est de dire en fait qu'à partir des modèles visuels, comme les animaux, on peut développer des formes d'intelligence nouvelles qui passent pas par le texte, qui passent par l'analyse finalement du monde qui nous entoure. Et bon, d'abord, c'est une femme remarquable. Et ensuite, elle a une sensibilité, une intelligence. Et c'est une vraie scientifique. Et là, le fait de la voir se déployer c'est assez passionnant. Donc, ça s'appelle World Labs. C'est vraiment à suivre parce que jusqu'à présent, effectivement, l'IA a été beaucoup construite sur le texte, un peu sur les images, beaucoup sur les images. Mais l'idée que finalement l'intelligence spatiale qui va amener la 3D, comme chez les animaux, qui va créer l'intelligence qui est porteuse, elle est très très riche parce que par exemple quand on prend le cas des équipementiers automobiles ou des systèmes de capteurs, finalement si on imagine des capteurs qui déjà apportent énormément d'intelligence quand ils regardent la réalité qui nous entoure, ça change aussi une partie des discussions. Donc heureusement il n'y a pas que les modèles proposés par OpenAI, voilà. Ça bouge tout le temps et je pense voilà, c'est très vivant.
Alors, quel est ton sujet un peu léger, là, cette semaine? Alors, moi, je voulais juste vous proposer un format que j'ai découvert sur The Verge, qui est fait par la directrice artistique de The Verge et qui est consacré à la surveillance des enfants, à l'utilisation de la technologie pour la surveillance des nourrissons. Alors le sujet peut paraître un peu iconoclaste, mais alors d'abord la forme, c'est un roman graphique en ligne, donc c'est toujours intéressant et on sait que la BD, il y a des formats un peu divers pour exprimer la BD, notamment les webtoons qui sont très adaptés au manga, mais là c'est vraiment le roman graphique qui est adapté en ligne. Et le roman graphique s'attache en fait à tout ce qu'on a mis en place et tout ce qu'on met en place comme technologie pour surveiller les enfants et ce que ça appelle chez nous comme relation intime à la tech. Donc, elle évoque tout ce qui est premier baby talk, interphone, etc. Et puis, l'installation d'une caméra au-dessus du berceau. Et puis, l'installation d'une nanny cam pour voir ce qui se passe quand elle travaille et que chez elle, c'est la nourrice qui garde. Et finalement, qu'est-ce que ça visite? Qu'est-ce que ça vient activer dans notre pensée, une phase où on a peur que notre enfant meure, on veut le garder en vie, une part où on a un certain plaisir par rapport notamment aux apps qui disent voilà, il a pris tant de grammes, il a fait un beau pipi, etc. Et finalement, qu'est-ce que ça vient convoquer chez nous, cette tech qui vient se mettre dans l'intime. Donc, je vous incite vraiment à découvrir ça sur le site de The Verge. C'est super, et avec des questions qui se sont déjà posées, hein. Malheureusement, il y a eu de la piraterie sur tous les systèmes de garde d'enfants, avec des hackers qui ont pris le contrôle. Donc les parents se sont mis à paniquer parce qu'en fait tout le monde pouvait savoir ce qui se passait. D'autres systèmes aussi assez terrifiants où ils ont fait parler les poupées pour faire créer la panique. Parce que, à l'origine, il y a de mauvais esprits ou de la méchanceté presque enfantine, mais derrière, les parents se retrouvent avec une poupée dont ils ont perdu le contrôle ou quelqu'un qui est dans la chambre de l'enfant et qui fait ça pour s'amuser. C'est la même chose que ce qui se passe pour les voitures. À partir du moment où un hacker prend le contrôle d'une voiture, c'est plus drôle du tout de savoir que tu es enfermé dans une caisse et que tu peux plus contrôler où tu vas. Et donc, le risque de toute cette irruption de la tech dans la vie, il y a un énorme risque de cybersécurité qui malheureusement n'existera que quand il y aura des accidents ou des prises de contrôle. Et puis, il y a aussi, sans aucun doute, une nouvelle répartition des tâches dans la vie. Parce qu'effectivement, si on peut savoir ce qui se passe, on l'avait vu, alors paradoxalement, pendant le Covid, avec, je crois, il y avait beaucoup de gens qui ont adopté des animaux, qui ont été des animaux pendant le Covid. Et quand le Covid s'est arrêté, on a eu des systèmes de surveillance de ce qui se passait quand ton animal restait à la maison tout seul sans toi. Mais j'ai toujours peur, moi, de l'aspect sécurité. Autant je suis assez open Non, mais sur toute la ça vient création. vraiment chercher l'anxiété que ça vient éteindre, la technologie, en fait. L'anxiété existentielle que ça vient éteindre, ou endormir ou anesthésier. Donc, Voilà. c'est plus quelque chose sur l'intime, et je trouve que c'était très intéressant. Ah oui, mais en plus, ça a l'air très beau ce qu'elle a fait, donc ça donne envie d'y aller, merci. Alors moi, je suis sur un sujet un peu d'actualité, c'est une église en Suisse, à Lucerne, qui a créé un Jésus en IA. Il faudrait qu'on regarde un peu le sujet. Je trouve que c'est la seule chose qu'a raté Notre-Dame de Paris. Donc là, il y a Jésus qui est représenté. Donc bon, c'est une représentation de Jésus, hein, c'est culturel. Il est blanc, hein. On peut dire qu'il est un peu bronzé quand même. Il a des yeux, il a pas des yeux bleus comme les Jésus anglo-saxons ou américains. Voilà, il y a une espèce de système de confessionnal dans lequel on peut interagir avec l'avatar. Et c'est construit à partir des textes, hein, des écritures. Et donc, ils ont publié voilà, les résultats. Il y a eu 900 conversations. Ils les ont enregistrées en plus. Voilà. Et donc ça, c'est le chapelle, le patron de la chapelle, le curé, quoi. Ils les ont enregistrés, mais ils ont gardé la confidentialité, j'espère. Oui, mais c'était une expérience, hein, je pense que personne n'était... Voilà. Et on se rend compte de ce que ça veut dire. Je plaisantais en disant que c'est la seule chose que Notre-Dame a ratée, c'est de ne pas avoir immédiatement posé la question de l'intelligence artificielle au XXIe siècle.
Voilà, ils ont trouvé l'expérience provocante. Il y en a qui ont trouvé que c'était carrément du blasphème, parce qu'on faisait parler les écritures. Si on Mais s'attendait de ça des Suisses quand même. ben non. Et puis en plus, c'est un peu des babas cool. Il y a un côté artistique aussi. Il y a une démarche finalement, parce que l'Église et toutes les religions ont toujours été, d'ailleurs on s'en est rendu compte hier en regardant ont toujours cherché les choses qui pouvaient impressionner ou toucher les masses. On a oublié, mais les cathédrales, c'était pour des populations qui savaient ni lire ni écrire. Donc on représentait de manière spectaculaire les évangiles, et on avait des orgues, enfin c'était du grand spectacle quand on y pense. C'est fait pour impressionner et pour transmettre. Donc il est tout à fait logique que toutes ces technologies soient intégrées, mais effectivement ça peut provoquer la même chose que ce qu'a provoqué finalement l'invention de l'imprimerie, puisqu'à partir du moment où les Bibles sont disponibles, il n'y a pas quelqu'un qui a la parole divine parce qu'il sait lire. C'est ce qui s'est passé et ce qui a provoqué dans le catholicisme le protestantisme. C'est beaucoup parce que tout le monde a eu accès au texte. Donc là, on peut imaginer que demain, on a son Jésus à la maison auquel on peut poser des questions. On a une relation directe, comme ça peut exister. Par exemple, les jésuites étaient formés à ça. Mais et puis, qu'est-ce que ça veut dire sur ce que c'est que le texte? Parce que finalement, est-ce que j'ai besoin d'aller le lire alors que j'ai un robot entre les deux? C'est la même question que la... Il y a aussi l'idée qu'on peut parler sans se sentir jugé. Alors, si on est sûr de la sécurité, parce que sinon, on parle à... Pour moi, c'est la condition substantielle. Hein. Ça, c'est sûr que sans confidentialité, personne n'ira. Mais, on a déjà commencé à discuter de ça avec les avatars, hein, avec les compagnons. On est dans un mélange d'intime. Et puis, alors, si on fait des scénarios catastrophes, tous les scénarios de radicalisation sont possibles. Ça existe déjà, mais pousser donc une IA qui est nourrie par des radicaux et qui pousse des versions extrêmes et qui finalement endoctrine les gens, c'est tout à fait possible. Hein. Donc c'est pour ça que cette expérience en Suisse, bien calme, bien gentille, bien tranquille, elle est comme souvent aussi un peu flippante, parce que si c'est mis dans les mains de gens qui ont l'objectif d'endoctriner, finalement, ça peut être pire que tout ce qu'on a inventé jusqu'ici, parce que cet entraînement d'une IA, en plus avec une forme comme ça, avatar, plutôt cool, ça peut embarquer des gens qui ont des difficultés. Voilà. Donc je pense que toutes les religions... Moi, je trouve que c'est super d'un point de vue écoute, mais pas super d'un point de vue réponse. En fait, le fait d'être écouté et de pouvoir parler, c'est vraiment le principe de la confession, de parler sans être jugé et de pouvoir tout dire. Mais ce qui me dérange un peu, c'est la réponse. Voilà. Mais... Et l'enchaînement des réponses. Enfin, c'est ce qu'on a déjà dit sur les IA qui ont emmené des gens vers des voies fatales, des suicides, puisqu'il y a une partie d'hallucination. Qui a écrit ce programme? Qui en est responsable? Et puis, on a vu déjà la radicalisation avec YouTube, avec des médias, des plateformes, des réseaux sociaux. Imagine que tu es ça dans un réseau social personnalisé, avec toutes les datas qu'ils ont sur toi, ou sur nous. On rentre dans des formules assez terrifiantes, hein, de contrôle des esprits. Donc, on navigue, je pense que dans beaucoup des discussions qu'on a, il ne faut pas apparaître réac ou anti-progrès, mais il faut quand même aussi dire qu'on joue avec le feu, quoi. Et là... je pense qu'on joue avec le feu, mais que c'est fascinant, et dès que tu commences à te projeter, tu as des fous rires, et puis tu peux aussi avoir des moments d'angoisse, quoi. Voilà. Eh bien voilà, matière à réflexion. Oui, c'est toujours léger, mais pas trop. Voilà. Merci en tout cas. Merci, à la semaine prochaine. N'hésitez pas à réagir en commentaire. Ouais. Et à nous proposer des sujets qui vous turlupinent ou qui vous... Voilà. Oh là là, quel vieux mot. Qui nous préoccupent. Qui nous préoccupent. Voilà. Merci. Salut. Salut.